Bonjour, on vous encourage à nous poser vos questions en cliquant sur l'icône Q&A en bas de votre écran. Eric et Moura à la fin dans la partie dédiée au Q&A. On vous recommande également de choisir dans View l'option Side by Side Mode pour bien visualiser nos partages d'écran tout au long de ce webinaire. Merci. Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire « Comment se réinventer en plein chaos ?» Je suis Nathalie, la modératrice de ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver cette année encore et de vous proposer cette rencontre en collaboration avec le CFP de l'UAJ, des bureaux des anciens de l'UAJ, de Radio Liban, notamment John Saad et The Official Lebanese Top 20. C'est un moment important que nous avons tenu à organiser malgré toutes les contraintes techniques auxquelles le Liban est actuellement soumis, notamment et à Internet. C'est un moment de partage qui réunit en particulier les publics français et libanais. Nous en sommes très heureux. Cet événement est conçu et organisé par Purple Minds. La situation actuelle du monde est complexe, inédite et très tendue. Surtout au Liban, qui est confronté depuis 3 ans déjà à un millefeuille de crises. Chacune des crises économiques, financières, politiques, sanitaires et sociales ne font que s'aggraver. Contrairement aux crises cycliques traversées à intervalles réguliers par le reste du monde, le Liban, lui, sombre dans un chaos plus profond et plus sombre. Un phénomène qui s'amplifie quotidiennement avec une dévaluation sans précédent de la livre libanaise, dramatique du pouvoir d'achat, une forte inflation, les coupures d'électricité de plus en plus fréquentes, la crise de l'essence, et j'en passe. Ainsi, les symptômes de la crise s'enchaînent et s'accélèrent dans une espace d'effets dominos devenu hors de contrôle, qui impacte nos vies personnelles, familiales et professionnelles, et nous affecte en tant qu'individus, groupes et en tant qu'entreprise, entraînant une très forte tension au sein de la population et se traduisant par de l'inquiétude, de l'agressivité, de la frustration et de la colère. Parfois, face à ces épreuves, on est tenté de baisser les bras. Qui pourrait nous le reprocher ? On est humain après tout. Mais nous pouvons également réagir, réveiller cette force vitale qui est en nous, une force qui nous permet d'aborder la vie avec sérénité et avec un esprit positif. Aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre sans grande visibilité du futur et surtout, nous devons continuer d'avancer. Nous pouvons certainement nous réinventer. Cela ne signifie pas que nous devons changer la base de qui nous sommes. Au contraire, c'est le moment idéal pour renouer avec nos forces, nous réengager avec nos objectifs et redéfinir notre valeur propre et notre valeur ajoutée. Il faut toujours se rappeler que notre vie ne se définit pas par qui nous étions dans le passé, mais qui nous sommes aujourd'hui. Et le plus important est notre potentiel d'être dans l'avenir. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui est de croire en nous. Alors, comment doit-on s'y prendre concrètement ? Comment mobiliser ces ressources ? Mobiliser en réponse face à l'incertitude. Au cours de cette rencontre, nous essayerons autant que possible de vous livrer des réflexions et des outils pour vous accompagner dans votre propre cheminement. J'espère que vous passerez un moment utile, agréable et inspirant. Eric Hubler, conférencier et formateur, spécialiste du leadership, créateur de la méthode Aikido Management, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels L'équilibriste, best-seller traduit en plusieurs langues. Il a hébergé plusieurs conférences et workshops à travers le monde et a une passion pour accompagner les leaders dans leur quête d'équilibre.
Il vous livrera tout le long de ce webinaire de précieuses clés pour vous relever, vous réinventer et réussir malgré tout dans ce contexte chaotique, quels que soient les obstacles. Bonjour Eric, je te laisse la parole. Bien, merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager ce moment de partage et d'échange avec vous. C'est un moment très privilégié et nous avions eu l'occasion déjà quelques mois seulement après la terrible explosion qui avait secoué Beyrouth le 4 août 2020 d'organiser un premier webinaire en décembre 2020 et sur le thème comment maintenir son équilibre en période de chaos. Et nous avions eu un écho très positif à cette occasion. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, je suis ravi de pouvoir renouveler l'expérience avec vous tous et sur ce thème du chaos. Alors, je vais tout de suite partager la présentation. Voilà. J'espère que vous la verrez bien. Voilà. Bien, alors, le chaos. Le chaos, évidemment, c'est un terme extrêmement fort qui désigne une réalité très dure, très extrême, très brutale souvent, et qui crée beaucoup de confusion dans les esprits et dans la vie des gens. Et c'est d'abord en pensant au Liban que nous avons pensé à ce terme, parce qu'évidemment, comme Nathalie vous l'expliquait, le Liban est une sorte d'amalgame finalement de chaos qui s'additionnent les uns aux autres et qui crée cette confusion générale qui rend la vie quotidienne extrêmement compliquée. Nous avons également d'autres expériences, un plan mondial, international de ce qu'est le chaos, avec évidemment la crise du coronavirus qui a totalement bouleversé la donne, avec des contraintes sanitaires jamais rencontrées de notre vivant. Hein. Également la crise actuelle en Ukraine qui rebat les cartes au niveau géopolitique et à main niveau, économique, social, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc nous avons en fait plusieurs formes de chaos qui coexistent et qui nous mettent face à une réalité qui nous pose des questions et qui remettent beaucoup de certitudes en question justement. Le chaos, c'est quelque chose qui nous confronte à plusieurs choses. Ça nous confronte déjà au vide. Vous savez, une vie bien organisée, c'est une vie où les choses sont finalement en place et on n'a pas tellement de place pour le vide. Le chaos, remettant tout en question, ça nous confronte à ce vide, ça nous confronte à de la souffrance, ça nous confronte à de l'inconnu, l'inconnu sur ce qui va se passer, l'inconnu sur notre capacité de réagir à ce qui va se passer. Et par conséquent, ça crée une perte de repère, une perte de contrôle, une perte de certitude. Ça nous confronte à l'incertitude et de là, eh bien, à ce sentiment de stress qui est lié à l'incertitude dans notre vie. Et je crois que le regard que nous portons sur ce qui nous arrive est très important. Donc, je vais vous proposer quelques éléments d'analyse par rapport à ça. On va y aller point par point. Et je vais commencer par ce symbole. C'est un symbole que je pense chacun d'entre vous connaît, a vu. Par contre, tout le monde n'en connaît pas forcément la signification. C'est le symbole du Tao, le Tao qui est la voix, hein, et qui met en relation le yin et le yang, qui sont deux énergies complémentaires. Et en réalité, on peut considérer que le yin, qui est la partie noire qu'on associe souvent, c'est l'énergie féminine, mais c'est aussi l'énergie du deuil, par exemple, l'énergie de l'accueil. Le yang, pardon, le blanc étant l'énergie de l'action, de la transformation. Et ces deux énergies fonctionnent ensemble. Et vous voyez, si nous considérons que le noir est le chaos, eh bien, le blanc serait l'harmonie. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que vous voyez le point noir dans la partie blanche et le point blanc dans la partie noire, ce qui veut dire que l'un se nourrit continuellement de l'autre. Nous n'avons pas une scission entre les deux, c'est un système fait de dualité, de deux énergies opposées, mais en réalité complémentaires, qui se nourrissent et qui se contrôlent mutuellement. Et c'est très important de comprendre cela, parce que lorsqu'on parle du chaos, eh bien, quel que soit le chaos, il y a toujours ce point blanc qui nous rappelle que l'espoir est possible, même dans les temps les pires que l'on peut rencontrer dans l'existence. Voilà, donc ça, c'est une première source, je dirais, déjà d'espoir et d'une réalité dans la vie, c'est que nous nous construisons aussi à travers le chaos. Voilà. Alors, une première idée, c'est déjà
d'accepter, de comprendre et d'accepter vraiment l'idée que la vie est par essence et par nature incertaine. Et je serais tenté de dire heureusement, parce qu'imaginez un instant une vie certaine, une vie écrite d'avance, avec tout de prévisible, ce serait à peu près la vie la plus ennuyeuse qu'on pourrait imaginer. Donc la vie est par essence incertaine. C'est ce qui la rend précieuse, c'est ce qui fait qu'on se lance dans l'inconnu, parce que si tout était connu d'avance, parfois on ne se lancerait pas. Voilà. Dans le yin-yang, vous voyez cette ligne qui sépare le blanc et le noir. C'est une ligne de vie, c'est une ligne sinueuse qui est en fait le chemin de vie qui fait que la vie est d'une certaine manière un voyage héroïque. On peut parler de le voyage du héros. Vous voyez, on traverse des épreuves, on rencontre des difficultés, et au travers de ces difficultés, au final, on va apprendre à se découvrir, on va apprendre à révéler qui nous sommes. Nous allons découvrir des ressources souvent inexploitées, mais qui sont là et qu'on ne peut exprimer que lorsque nous sommes confrontés à ce qui est moins facile, moins confortable et parfois totalement aléatoire, sans aucune visibilité. Et je le disais avant, le Covid ou aujourd'hui la guerre en Ukraine sont des situations inédites, insolites, qui nous obligent à penser les situations différemment, à aller chercher d'autres ressources comportementales, relationnelles dans notre façon d'être les uns avec les autres. Et c'est tout à fait important de voir qu'au fond, le chaos a cette raison d'être. C'est-à-dire la raison d'être du chaos, c'est de faire parfois s'exprimer des qualités humaines qui ne s'exprimeraient pas dans une situation harmonieuse. C'est souvent dans les situations de chaos, on l'a vu par exemple à l'époque du tsunami en Asie, qui a tout détruit sur son passage, mais c'est là qu'on voit apparaître les manifestations les plus incroyables de courage humain, de solidarité, de générosité, d'humanité. Et au fond, la vie est ainsi faite que parfois nous avons besoin de passer par ces phases-là pour nous recentrer d'une certaine manière et comprendre que la vie n'est pas toujours celle que l'on voudrait avoir, n'est pas toujours écrite d'avance et a besoin de nous secouer pour nous aider de continuer à avancer d'une certaine manière. Autre chose que nous pouvons considérer, c'est que nous ne pouvons pas régler tous les problèmes du monde et personne ne nous a jamais demandé de régler tous les problèmes du monde. La question est plutôt de savoir comment est-ce que nous pouvons individuellement faire notre part. En réalité, comment pouvons-nous travailler sur nous-mêmes pour être ce petit contributeur personnel qui fait que la situation peut déjà aller un petit peu mieux grâce à nous sans que nous soyons les sauveurs du monde. Parce que personne ne nous demande d'être le sauveur du monde. Nous avons une vie à vivre, nous avons une vie à expérimenter et au fond, c'est ça l'essentiel que nous devons connaître et vivre. Nous sommes tous différents, chacun d'entre nous a sa façon de le faire, avec ses moyens, avec son expérience, en fonction de sa personnalité, en fonction de son éducation, en fonction de son histoire personnelle, même parfois de la région dans laquelle il a grandi. Et nous avons chacun cette singularité. Donc au fond, comment est-ce que chacun et chacune d'entre nous peut en fait, apprendre de cette expérience, la vivre au mieux. Lorsque les cycles sont négatifs, apprendre à rebondir. Lorsqu'ils sont positifs, apprendre aussi à maintenir, mais à préparer également la suite. Enfin voilà, c'est cet apprentissage du quotidien qui finalement est également passionnant. Il est aussi brutal parfois que passionnant. On va continuer sur notre petit chemin pour retrouver de la clarté, puisque comme je le disais, le chaos, c'est la confusion. Vous voyez ce paysage brumeux, et bien en réalité, comment fait-on pour retrouver de la clarté? Et avant de penser en termes d'organisation, de penser en termes de clarté d'esprit. Et pour pouvoir voir clair dans l'existence, nous avons besoin de voir les choses telles qu'elles sont, avec le maximum de lucidité, de transparence, de vérité, et non pas telles que pas l'histoire que l'on se raconte sur ce qui se passe, mais d'essayer d'avoir la vision la plus lucide possible de comment sont les choses, parce que si nous voulons pouvoir nous projeter positivement dans l'avenir, nous avons besoin d'avoir une vision de tout ce qui est à la fois positif et négatif, et non pas seulement de voir que le positif ou que le négatif. Et ça, c'est un travail d'exigence personnelle, parce que une partie de nous est toujours tentée de se raconter une histoire de ce qu'est la réalité, mais c'est un piège dans lequel nous devons éviter de tomber, parce que c'est la pire manière de se projeter avec confiance dans l'avenir, parce que nous risquons de tomber de haut en ayant imaginé que la situation pouvait être différente. Donc, faire cet effort de lucidité dans la manière dont nous regardons la situation ici, maintenant, au présent.
Je vais passer maintenant à la partie suivante sur, au fond, lorsque nous voulons trouver en nous le ressort pour vivre le chaos positivement, nous avons besoin d'une énergie. Nous avons besoin de mobiliser le meilleur en nous, c'est-à-dire notre énergie personnelle. Nous avons besoin de suffisamment d'énergie en termes de quantité d'énergie personnelle et nous avons besoin de la qualité également de l'énergie. Quantité et qualité, ce qui va exiger de notre part évidemment, une certaine discipline, une certaine motivation, finalement, pour aller réveiller cette énergie qui va faire que nous allons pouvoir faire face aux situations chaotiques, aux situations d'incertitude, même lorsque nous n'avons aucune visibilité. Alors, comment fait-on pour mobiliser son énergie? Eh bien, nous avons besoin de la chercher, bien sûr, à l'extérieur de nous, mais avant, à l'extérieur, d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'au fond, l'énergie personnelle, la force intérieure, c'est quelque chose que nous avons, chacune d'entre nous, en nous. Le chaos nous exerce sur nous une pression qui souvent nous empêche d'exprimer cette énergie, puisque par définition, le phénomène de stress dont je parlais avant a tendance à nous crisper, mais c'est précisément le moment pour adopter une hygiène de vie, une façon d'aborder notre vie qui doit nous permettre de répondre de la manière la plus positive possible. Alors nous avons plusieurs niveaux d'action, niveaux d'énergie sur lesquels nous pouvons agir. Et le premier de ces niveaux, c'est notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule, c'est lui qui nous transporte, c'est lui qui nous permet d'expérimenter la vie de manière sensorielle, de manière biologique, de manière chimique. Voilà, nous expérimentons à travers le corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous avons besoin de faire de notre corps la machine qui nous permet d'être la plus résiliente, résistante possible, quelles que soient les situations que nous endurons. Parce que j'ai coutume de dire que nous pouvons être la personne la plus compétente du monde dans notre domaine. Si notre corps ne suit pas, et on l'a vu par exemple dans la période du Covid, eh bien nous n'avons plus aucun moyen d'action. Nous sommes alités, nous sommes affaiblis. Et ça, c'est le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, la première réaction par rapport à cette situation de chaos, c'est de se dire comment est-ce que je peux conditionner mon corps de manière positive pour en fait en tirer le maximum d'énergie positive. Alors, ça veut dire d'abord s'oxygéner, prendre le temps chaque jour de sortir et d'aller puiser de l'énergie dans la nature, parce qu'il n'y a rien de plus énergisant que la nature. Et la nature nous l'offre de manière abondante, mais souvent, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à ne plus profiter de ce que la nature nous offre. Donc, c'est une première chose. Nous avons besoin de respirer correctement, donc de retrouver ce souffle intérieur. Nous utilisons très peu cette capacité d'énergie que nous avons à travers le souffle, apprendre chaque jour, à des moments précis, à respirer consciemment, profondément, lentement. Et en ayant l'habitude de le faire tous les jours, nous sentons cette énergie qui se développe, qui nous permet à la fois de nous calmer, de nous apaiser de l'intérieur, mais également de nous dynamiser, de retrouver du souffle. Vous voyez, si vous êtes manager de votre entreprise, en fait, on attend de vous que vous donniez du souffle à votre équipe, que vous donniez du souffle à votre entreprise. Et pour donner ce souffle, eh bien, vous avez besoin de le trouver en vous, au cœur de vous-même, et ça suppose de travailler sur cette respiration régulière qui permet de se régénérer. Vous avez besoin également d'être attentif à la manière dont vous tenez votre corps en termes de posture, parce que l'attitude que nous avons dans la vie face au chaos se traduit également dans une attitude corporelle visible, c'est-à-dire dans la posture, la manière de redresser la tête, d'ouvrir les épaules. Vous savez, c'est tout ce qu'on appelle le body language, qu'est-ce que notre corps communique autour de nous-mêmes, mais d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. À travers la bonne posture, nous allons pouvoir, c'est une géométrie dans l'espace, la posture, nous allons pouvoir développer un sentiment de confiance, un sentiment de paix intérieure, un sentiment de sérénité, l'envie de s'engager parce que la posture est un indicateur très fort et c'est une manière de communiquer avec soi-même. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui va toucher à l'hygiène de vie. Comment est-ce que nous nous nourrissons? Comment est-ce que nous nous exerçons physiquement? Comment nous récupérons notre énergie à travers le sommeil? Et tout ça est absolument déterminant dans les périodes de chaos parce que cette construction du corps va être un rempart face justement à tout ce phénomène de pression extérieure qui nous met à l'épreuve. Donc, surtout, n'oubliez jamais l'énergie de votre corps comme élément de, j'allais dire, un rituel quotidien. Mettez en place vos routines à vous qui fait que dès que vous vous levez le matin, vous pensez à respirer consciemment, vous allez même méditer pour
Bon, là, on rentre dans quelque chose de plus profond sur lequel je reviendrai un petit peu. Et également, bougez votre corps à chaque fois que vous le pouvez, nourrissez-vous d'une manière qui vous satisfasse et qui réponde à vos besoins physiologiques. Tout ça est très, très important et c'est le un petit peu chaque jour qui va faire une grande différence à la fin. Le deuxième niveau d'énergie va se passer au niveau du mental, la manière de gérer notre mental, autrement dit, notre machine à penser. Le mental peut être un outil extrêmement puissant, extrêmement utile, mais peut être également notre premier ennemi. Pourquoi? Parce que nous pensons trop d'une manière générale. Et lorsque nous sommes affaiblis par le chaos, que ce soit le Covid, que ce soit la crise politique, que ce soit n'importe quel type de chaos, en réalité, la machine à penser se met souvent à jouer contre nous parce qu'elle nous envoie des types de pensées qui génèrent de la peur, de la colère, de la frustration. Et c'est précisément ce à quoi nous devons être attentifs. Alors, comment faire? Nous avons besoin d'apprendre à réduire le flux mental. Réduire le flux mental, eh bien, c'est un exercice, là encore, qui se fait au quotidien. Comment est-ce que je fais pour moins penser? Et moins penser, ça veut dire apprendre à mieux s'observer en train de penser pour prendre de la distance entre soi-même et nos pensées. Vous savez, on dit apprendre à observer ses pensées comme si elles étaient des nuages qui passent. Et au fond, une pensée, c'est une énergie. Et cette énergie se nourrit de l'attention que nous lui donnons. Et si nous voulons pouvoir développer en nous une certaine forme de positivité pour pouvoir répondre positivement dans les situations de tension et les situations de chaos, nous avons besoin d'avoir une hygiène mentale. Et cette hygiène mentale se construit, elle s'entraîne quotidiennement. Au même titre que nous entraînons le corps, nous entraînons notre mental. Et la première recommandation que je puisse vous faire par rapport à ça, c'est vraiment d'apprendre à réduire le flux mental jusqu'à ce que la pensée vous assaille moins. Vous la laissez passer, vous coupez le fil qui vous sépare d'elle en ne lui donnant pas d'attention lorsqu'elle risque de vous desservir. En revanche, bien sûr, si des pensées vous galvanisent, si elles vous donnent confiance, eh bien, gardez-les. Ce sont des outils logistiques pour organiser votre vie, organiser votre ressort. Mais il faut pouvoir avoir cette hygiène mentale qui est de se servir positivement, utilement du mental, mais pas de se laisser envahir par des pensées qui ne sont pas celles que vous avez choisies. Et ça, c'est véritablement un exercice. Donc, apprendre à faire le vide, apprendre à faire le silence à l'intérieur de soi, apprendre à calmer ce flux mental. Et le troisième niveau d'énergie, c'est le cœur. Le cœur, c'est la manière dont nous gérons nos émotions, nos sentiments. C'est tout l'affect. C'est en réalité la partie ressentie de notre mental. Le mental génère de la pensée. L'émotion, ça se passe plus bas, ça se passe au niveau du cœur. Comment nous ressentons ce à quoi nous pensons, ce que nous expérimentons, ce que nous vivons. Et là, nous devons être attentifs à la manière dont nous gérons nos émotions. Qu'est-ce que nos émotions nous apprennent de nous? Pourquoi nous réagissons de manière virulente à telle situation? Pourquoi nous sommes confrontés à la peur? De quoi avons-nous vraiment peur? Qu'est-ce qui nous met réellement en colère? Qu'est-ce qui nous frustre? Qu'est-ce qui crée en nous de l'anxiété? Tous ces éléments, tous ces signaux que nous recevons en réalité de l'extérieur, ce sont autant de signes pour apprendre à mieux connaître qui nous sommes, comment nous fonctionnons, pour apprendre à mieux rebondir et apprendre à transformer ce qui peut être une énergie négative, une émotion négative, en énergie positive. Parce qu'en réalité, une émotion, c'est avant tout de l'énergie. Elle peut être employée négativement, mais elle peut être convertie positivement. Donc, c'est comment nous apprenons à accueillir les émotions, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre le couvercle par-dessus, il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit d'apprendre de nos émotions. Et lorsque nous sommes confrontés au chaos, ce sont souvent des émotions qui peuvent être paralysantes en réalité. C'est comment est-ce que je gère ça? Donc, phénomène de peur, d'angoisse qui peut apparaître. Et alors là, on n'est plus en situation de répondre. Donc, accueillir les émotions, se dire, mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère, c'est normal de douter face à l'avenir, mais ce n'est pas parce que je doute que je m'assimile à ce doute. Ce n'est pas je suis dans le doute, c'est le doute qui essaye de m'envahir, ce qui est très différent. Parce qu'en réalité, du coup, vous prenez une distance entre vous et votre émotion. Vous vous observez en train de ressentir, en sachant très bien que les émotions passent. Vous ressentez parfois, même dans les situations très difficiles, des émotions très, très positives. Il peut y avoir de la joie dans le négatif, il peut y avoir de la tristesse et de la colère dans une situation positive. En réalité, tout ça, c'est quel est le regard que vous portez là-dessus. Et pour pouvoir avoir conscience de ce regard, il faut apprendre à prendre de la distance par rapport à la manière dont nous ressentons nos émotions. Et c'est ainsi qu'on peut apprendre vraiment de soi-même. C'est cette position d'observateur de comment nous
pensons et de comment nous ressentons les choses. Et c'est un outil très utile au quotidien pour apprendre à être moins envahi par le chaos. Voilà ce que je voulais vous dire déjà sur les trois niveaux d'énergie. Et au final, il s'agit de quoi? Il s'agit de bâtir de la confiance en soi, la confiance en l'avenir, quel qu'il soit, parce que l'avenir n'est pas quelque chose que l'on peut prédire. On peut avoir une idée de ce que l'avenir pourrait être, on peut avoir une idée de ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais vous savez, la réalité est tout autre, elle est ce qu'elle est en réalité. Mais plus nous allons pouvoir construire cette confiance, plus nous allons sentir qu'au fond, quel que soit l'avenir, nous saurons répondre, nous pourrons répondre parce que nous nous adapterons, comme nous l'avons fait depuis notre naissance. Notre naissance, c'est un chemin parcouru depuis, et nous n'avons cessé de nous adapter, de trouver des réponses aux difficultés. Et je pense que vous serez bien d'accord avec cette idée, que c'est essentiellement dans ces difficultés que nous construisons notre capacité à résister, à nous adapter, à nous fluidifier. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin de la zone de confort parce qu'elle est rassurante, elle donne de la chaleur dans la vie. Nous avons tous besoin de cette zone de confort. Mais nous avons aussi besoin pour progresser de la zone d'inconfort, c'est d'aller au-delà de ce qui nous conforte. C'est là souvent que nous apprenons et c'est de l'accumulation de connaissances et d'expériences que nous pouvons ensuite utiliser à bon escient. Donc cette confiance qui, on le sait, met parfois des années à se construire et beaucoup moins de temps pour se détruire, c'est un joyau. La confiance est un joyau qui se chérit, qui s'entretient, qui se bichonne en réalité, parce que c'est le plus beau joyau de l'existence. Avec la confiance, tout est possible. Et ça nous rappelle aussi que la vie est en soi précieuse et que nous devons nous rappeler de ça. Le simple fait d'être en vie est en soi un cadeau inestimable qui se suffit à lui-même. C'est un cadeau de vivre. Et même quand il ne reste plus que ça reste un cadeau. Et là, on est vraiment dans la prise de conscience de ce que la gratitude importe dans notre vie. Nous devons être reconnaissants du simple fait de vivre et de nous contenter de vivre. Et tout le reste vient en plus, c'est de la satisfaction en plus. Et on peut avoir beaucoup d'ambition dans l'existence, mais ça n'empêche qu'avoir la capacité de se contenter de ce que nous avons est une vraie sagesse de la vie, quelque chose que nous avons tendance à perdre. Et souvent lorsque nous avons eu beaucoup et que nous avons moins, eh bien, on fait le calcul du différentiel entre ce que nous étions ou ce que nous avions et ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, tout ça n'est qu'une représentation mentale. Nous devons apprendre à nous satisfaire de ce que la vie nous offre ici et maintenant. Ça, c'est une sagesse de la vie et c'est un très bon point de départ pour gérer justement les situations de doute. J'enchaîne avec la troisième partie, qui est s'ouvrir. Alors, dans cette troisième partie, je vais d'abord insister sur un point qui est que nous ne sommes pas en guerre. Ce n'est pas parce que nous vivons le chaos que nous sommes en guerre contre les événements, contre les autres, contre toute forme d'épreuve de la vie. Il ne faut pas l'aborder comme étant en guerre. Ou alors, tel un guerrier pacifique, c'est-à-dire un guerrier apaisé, un guerrier qui affûte ses armes pour pouvoir répondre de la bonne manière, un peu le guerrier chevaleresque qui sait se défendre, mais qui n'est pas en lutte contre, parce que c'est la meilleure manière de s'user. Je crois qu'il faut apprendre à avancer justement pardonnez-moi le côté peut-être chevaleresque de l'expression, mais effectivement ce guerrier pacifique, mais surtout apprendre à travailler sur la pacification intérieure, être en paix avec la vie, aimer la vie pour ce qu'elle nous offre, comme je le disais avant, et c'est une manière sereine d'avancer, comme si finalement chaque journée était à l'échelle d'une vie tout entière. Chaque journée est un cadeau lorsque nous nous couchons le soir, quelle qu'était la journée. Il y a eu son lot d'expériences et de points positifs et de difficultés. En réalité, c'est être en paix au moment de s'endormir, comme si c'était la dernière nuit. Et c'est une approche qui, là encore, s'entraîne. Donc, apprendre à être en paix avec la vie, c'est une manière d'apprendre à être en paix avec les autres également. Et tout à l'heure, Mourad Aoun, qui est notre témoin de ce webinaire, nous donnera son expérience, justement, la manière de construire avec les autres, lorsque justement confronté à un chaos parfois subite, eh bien, il faut rebondir et nous avons besoin d'être en paix avec les autres pour pouvoir reconstruire ensemble. Parce que si nous sommes dans une démarche de compétition, de toujours nous comparer les uns avec les autres, eh bien, nous perdons un capital énergétique immense et surtout, nous faisons fausse route. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous issus de la même source, la source de la vie. Et nous vivons malheureusement dans un monde qui s'est trop habitué à mettre de la compétition partout. Donc, apprendre à être en paix
avec les autres et avec la vie, c'est apprendre à ne plus être en compétition avec qui que ce soit. La compétition, c'est un jeu sympathique qui a besoin néanmoins de règles, qui a besoin d'un cadre précis, qui a besoin qu'on fixe des limites. Et tant que c'est un jeu, ça va, on peut se distraire avec la compétition, tant que c'est un jeu. Mais la vie n'est pas une compétition. Nous ne sommes pas sur Terre pour être les uns contre les autres. Nous sommes là pour apprendre quelle est notre essence, notre nature profonde, et donc travailler avec les autres, construire avec eux. Ce qui veut dire apprendre à développer une attitude relationnelle fondamentalement positive qui va nous permettre de respecter les autres, qui va nous apprendre à développer une capacité d'empathie, de comprendre la souffrance des autres. Parce que même si vous-même avez su surmonter le chaos de par votre travail interne personnel, vous avez aussi valeur d'exemplarité et de pouvoir donner ça également aux autres. Et c'est ce qui va nous amener finalement à ce que j'appelle le 4e niveau d'énergie, qu'on peut appeler l'énergie spirituelle, la force d'âme, qui est finalement le moteur le plus puissant dans l'existence, qui est que vous vous sentez connecté à l'environnement, à la vie, aux autres, à toutes ces formes de vie qui font que vous êtes fondamentalement vivant, mais quelle que soit la situation extérieure. Et à partir de là, vous pouvez devenir un extraordinaire contributeur au quotidien par petites touches successives, parce que vous êtes dans le don de soi. Et pour pouvoir faire le don de soi, il faut d'abord faire le ménage à l'intérieur de soi. On ne peut pas donner le meilleur de soi si on ne fait pas ce ménage intérieur. Et donc, en réalité, mon invitation serait celle-là, c'est faisons toujours ce ménage à l'intérieur, développons cette énergie dans l'intérieur pour finalement être dans cette capacité à donner le meilleur de soi, le 4e niveau d'énergie, et à travers cette attitude positive. Voilà, en quelques minutes, j'ai essayé de vous donner un petit peu l'essence de cette approche et de cette lecture du chaos. J'espère avoir été assez clair. Et je vais maintenant présenter Mourad Aoun, qui est notre témoin du jour et que j'ai moi-même hâte d'entendre. Et je peux vous dire que lorsque Nathalie me l'a présenté, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, j'étais très touché par son message, je me suis dit, cet homme-là a sa place dans ce webinaire pour partager son expérience de vie. Vous allez voir qu'il a une énergie personnelle, il a une humanité, il a un engagement qui mérite le respect. Tu vois, Mourad, je te mets la pression. C'est le principe du jeu. En tout cas, je suis ravi de pouvoir te passer la parole. Et avant cela, Nathalie va nous faire une petite présentation en images pour te permettre, Mourad, ensuite de prendre le relais. Nathalie, le volume. Volume. Ok. J'étais encore en mute, pardon. Donc, je disais bienvenue, Mourad. Avant de te laisser la parole, on va remonter l'espace d'un instant au 4 août 2020. On va reparler de drame, mais c'est un point crucial et un tournant stratégique pour beaucoup, notamment aux entreprises dont le groupe NAT en fait partie.
Mourad, bienvenue et merci d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. La vidéo que nous avons visionnée nous a replongé dans le drame du 4 août 2020 au sein de vos locaux afin de donner un aperçu aux participants de ce que vous avez subi et de votre rebond. Mourad, je te laisse la parole. Bonsoir Nathalie, bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Bon, premièrement, je vous remercie pour l'invitation. J'espère qu'on va pouvoir amener quelque chose de positif à cette discussion. J'aimerais commencer par dire que je ne suis pas le seul qui s'est rebondi. Il y a des milliers de Libanais qui ont vécu ce drame-là, qui se sont remis et qui ont continué le chemin. Je pense qu'il y a des milliers de héros. Chacun a sa petite histoire, comment il a pu survivre ou survécu ce drame-là et comment il a reconstruit. Mais moi, personnellement, j'aimerais amener une expérience personnelle parce qu'on vit le drame au Liban depuis 1975. Et vu que j'ai vécu toute la guerre, je vais commencer par quelque chose de plus de différent, un peu plus dur. Donc, j'avais 10 ans, c'était 1978, j'habitais à Achrafieh. Donc, il y a eu la guerre de 100 ans, de 100 jours. Probablement, il y a des gens qui ont connu cette guerre, des gens qui n'ont jamais entendu parler. C'est là, Achrafieh, qui est un secteur de Beyrouth, a été bombardé pendant 100 jours par les Syriens. On a vécu 100 jours dans les abris. Et au 30e jour, on est sorti pour retrouver la ville complètement détruite, exactement comme on a vu Beyrouth détruite par l'explosion. Ça a pris les Syriens 100 jours pour rendre Beyrouth, pour détruire Achrafieh et le secteur, et ça a pris l'explosion 30 secondes pour faire le même effet. Je n'oublierai jamais les images de 1978 parce que j'avais 10 ans. Je suis sorti et on a commencé, tous les gens du quartier, ils ont commencé à nettoyer. Donc la route était pleine de débris, tout était cassé. On a tout nettoyé, on a même enlevé les voitures cassées parce que tout était cassé. Donc on avait des ruelles vides, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau. On allait ramener l'eau avec les bidons. Mais là, c'était une histoire, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment touché. Un jour, on était en train de jouer devant l'immeuble et une camionnette, LT Volkswagen, je me rappelle très bien, qui est venue avec un réservoir d'eau sur le toit, qui a garé devant notre immeuble. Il a ouvert les portes derrière. Le monsieur a fait sortir un petit générateur et il a commencé à crier « Qui veut laver les habits ?» Alors, je regardais dans le camion et j'ai vu des machines à laver, que ce monsieur-là est venu dans le quartier pour promouvoir ou pour vendre le service de lavage. Et les gens ramenaient leurs habits pour les laver dans la camionnette et repartir. À 10 ans, je n'ai pas vraiment trop compris, mais ça m'a beaucoup marqué. Mais puis, j'ai réalisé que ça, c'était de la positivité, de la créativité et de la persévérance. Et c'était une leçon que j'ai appris quand j'ai grandi, qu'avec la positivité, la créativité et la persévérance, on peut toujours sortir. Si je continue après, la guerre n'a pas fini, donc depuis 1975, on a vécu tout. Et quand je me suis marié, j'ai eu une fille. Il y a eu la guerre, il y a eu aussi des problèmes, et je me suis senti qu'avec la responsabilité d'un enfant, je ne dois plus rester. J'ai été au Canada pour vivre là-bas, pour avoir une meilleure vie, plus saine, pour rechercher une meilleure vie pour ma famille. Et c'est là-bas que j'ai compris que it's never greener on the other side. Ce n'est pas toujours vert de l'autre côté. Il y a aussi des problèmes, il y a aussi des choses difficiles à vivre. Et it's only green where you water it.
Et c'est là où je suis retourné après 4 ans, 5 ans, et je suis resté à Beyrouth. Et on a monté la boîte et on a continué à développer la boîte. On est une boîte de logistique, on est basé à Beyrouth avec des bureaux à Dubaï, la Jordanie, l'Irak, même en France et aux États-Unis. Donc on est bien basé dans la région. Et puis il est venu le 4 août au soir. Je suis sûr que tout le monde a eu son histoire là-bas. Mais le 4 août, là où on a échappé à 5 minutes un désastre avec mes directeurs de notre bureau. J'ai quitté le bureau à 6h02 exactement, et puis j'étais juste à 300 mètres du bureau quand il y a eu l'explosion. Et c'était catastrophique, parce que du fait que j'ai vécu la guerre, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Et puis, j'ai appelé le bureau, ils m'ont dit on a des blessés. Je suis revenu au bureau et j'ai vu que les bureaux auxquels on vient de déménager, ça fait 4-5 mois, on a fait un grand investissement pour déménager dans ces nouveaux bureaux et des entrepôts et un centre de logistique pointu. Tout était cassé, donc il n'y avait plus rien. Et c'était catastrophique. J'ai pensé à tout l'argent qu'on a dépensé, j'ai pensé à l'effort qu'on a mis pendant ces mois pour venir ici et rendre les choses différentes. Et puis, un de mes directeurs qui vient me dire, tu ne veux pas aller voir les bureaux du port? Je me suis dit, le port, qu'est-ce qu'il y a au port? Il m'a dit, probablement il vaut mieux que tu ailles au port, parce que là, on a aussi des bureaux dans la zone franche, les bureaux que vous avez vus. Donc, j'ai pris une moto et j'ai été, parce qu'on ne pouvait pas marcher avec les voitures, j'ai vu des gens par terre, c'était chaotique. Donc, je suis arrivé à la zone franche et j'ai vu ce que vous avez vu au début, les bureaux complètement détruits. Et là, je me suis dit, le travail de 25 ans est parti. Et j'ai mis un post sur Facebook et sur LinkedIn et j'étais vraiment perdu, même déprimé, parce que c'était catastrophique. Et puis, je reçois un appel, le concierge qui m'appelle, qui me dit, tu peux venir voir ta maison parce que tout l'immeuble était cassé. Donc, j'ai été à la maison, aussi la maison était complètement détruite. Je me suis dit, c'est pas facile ça. Et j'ai passé la nuit jusqu'à 5h30 du matin en train de penser, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte, j'ai mon passeport canadien, j'ai le bureau à Dubaï, je laisse tout ici, je pars. Oui, peut-être, c'est facile pour moi. Mes enfants n'habitent pas le Liban, ils sont en train d'étudier en Europe. Donc je me suis dit, peut-être c'est la meilleure des choses. Et puis j'ai pensé que j'avais 80 employés au port qui avaient quitté 1 heure avant l'explosion. J'ai pensé à tous les gens qui ont survécu cette explosion. J'ai pensé à mes employés. On a presque 150 à Beyrouth. Je me suis dit, mais c'est des gens-là qui ont survécu, ont besoin qu'on continue. Et c'est là où tu vois, il faut regarder le demi-verre qui est plein. Je me suis dit, je suis vraiment chanceux. Perdre 80 employés, si ça a été le cas, pourrait être vraiment une catastrophe. On ne peut pas récupérer les 80 employés. 80 employés, 80 familles. Ça, c'était difficile. Mais ça, c'était ma motivation, parce qu'à 5h30 du matin, je me suis dit, non, on va reconstruire. On va reconstruire parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour dire, on ne quitte pas, on ne va pas arrêter et on va continuer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, pratiquement, c'est le point blanc que tu vois dans le noir qui te laisse dire
non, c'est pas fini. Il y a toujours de l'espoir. Et quand on se lève le matin, il y a un nouveau soleil. C'est it's a new day. Il faut toujours penser qu'il n'y a pas un jour qui est comme l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut avoir de l'espoir, parce que demain peut être mieux qu'aujourd'hui, et même il peut être pire, mais le lendemain va être mieux. Et c'est comme ça qu'il faut toujours penser et dire, il faut aller de l'avant, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, on va perdre. Si on s'arrête, ils vont gagner. On ne va pas laisser quelqu'un gagner. On a appris au scoutisme que après chaque tempête, il y a le beau soleil, il y a le beau temps. Après chaque pente, il y a une descente. Quand on est dans la pente, en montant, il faut penser que ça va finir. Ça va finir la descente. Mais quand on descend, il ne faut pas être vraiment très joyeux parce qu'il faut être toujours prêt qu'il va y avoir quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas une vie parfaite. Il n'y a pas une vie sans problème. Et celui qui vous prêche une vie sans problème, à mon avis, il ne l'a pas vécu. Parce que la vie a toujours ses problèmes. Et devant chaque problème, que ce soit petit ou grand, il y a trois réactions. Soit on s'enfuit, parce qu'on ne veut pas faire face au problème. Soit on déprime, parce qu'on ne sait pas comment faire face au problème. Soit on regarde les choses de loin, on essaye de voir quelque chose de positif, et on commence par cette positivité, on fait face au problème. Ça, c'est pas naturel, on l'apprend. C'est un exercice, c'est exactement comme Eric a fait. C'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Quand vous rencontrez un problème, il faut regarder le problème de dehors. Quand on pense au problème de dedans, on est perdu. On est déprimé. On ne peut plus penser. Il faut sortir du problème. Regarder le problème et regarder les gens autour de ce problème. Et voir à quel point on peut vraiment changer les choses. Parfois, il n'y a pas vraiment de solution. Parfois, le problème ne dépend pas de toi. Le problème est un facteur extérieur. Le problème, comme aujourd'hui, ce qu'on vit au Liban, ça ne dépend pas de nous. Mais n'oubliez pas qu'on vit une crise au Liban, mais si vous voyagez, donc, avec la guerre de l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis ont aussi des problèmes. La différence, c'est que les Européens, nos amis européens, quand il y a un problème, ils ne sont pas habitués à gérer des problèmes. Parce que pour eux, tout doit être bien. Nous, les Libanais, on vit avec des problèmes. Ce n'est pas quelque chose de très bien qu'on vit avec les problèmes, mais comme Eric a dit, on est entraîné à gérer les problèmes. Et quand on gère un problème, on le gère en étant créatif, on le gère en étant positif et on le gère en étant persévérant. Ça ne va pas se résoudre tout seul. Il faut qu'on travaille nous-mêmes à essayer une fois, deux fois, à changer la stratégie, à changer la tactique, à se réinventer. Et après l'explosion du port de Beyrouth, on a eu le Covid. Et le Covid aussi était un problème pour nous. Et à part la crise économique et financière, l'explosion de Beyrouth et le Covid, et c'est là qu'on a pensé comment on va faire. Et on a, du fait qu'on est une société de logistique, on a misé sur le e-commerce. Et ça a réussi parce qu'avec Covid, le e-commerce s'est s'envolé. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est parmi les sociétés les plus réussies au Liban, même dans la région. Et j'en suis fier parce que les employés, tout le monde, on est en train de recruter les gens et on recrute les jeunes particulièrement parce que ces jeunes-là ont besoin de sentir qu'ils peuvent faire quelque chose au Liban. On ne peut jamais dire on peut rien faire. C'est dans des situations chaotiques qu'on peut créer des solutions. On peut penser à se réinventer, qu'on peut trouver une opportunité pour rendre les choses différentes. Je ne vous garantis pas que vous allez réussir. Ce n'est pas évident.
réussir, ça demande beaucoup de persévérance. Mais ce que je vous garantis, c'est que le sentiment, si jamais quelqu'un parmi vous est scout ou il fait des marches, donc quand vous mettez un but, où vous dites où on veut monter, on veut faire cette colline ou cette montagne, et vous commencez à marcher, vous êtes fatigué, vous avez envie d'arrêter, mais vous n'arrêtez pas parce que tout le monde se dit « Allez, on va arriver, on va arriver ». Quand vous arrivez à la sommet, le sentiment que vous avez est différent. Et c'est comme ça qu'il faut toujours, c'est comme Eric a dit, c'est un exercice, c'est comme le sport. À chaque fois, on travaille plus, on essaye mieux, on change de stratégie. Les champions des Olympiades n'ont pas été nés des champions, mais c'est avec des exercices, c'est avec beaucoup de persévérance qu'ils ont pu réussir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, parce que sinon, on va continuer notre vie à s'enfuir pour aller d'un problème à un autre. On quitte le pays, il y a des gens qui ont quitté le Liban parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas une stabilité, ils ont un problème, ils ont été en France, ils ont été partout, mais ils ne sont pas contents. Parce qu'il y a d'autres problèmes auxquels il faut faire face. Mais ce n'est pas évident de trouver quelque chose de très problem-free. Pas de problem-free dans la vie. Parfois, il faut changer la façon de faire les choses. Et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver des solutions. J'espère que ce que je vous ai dit make sense, fait les choses, fait bouger les choses différemment dans votre tête. Je crois qu'on ne peut jamais prétendre qu'on sait tout. On apprend tous les jours et quand on apprend, quand on va travailler, on va faire des erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs-là pour mieux faire la deuxième fois. Mais à mon avis, le seul point qui va vous aider à réussir, c'est d'être positif. C'est de rechercher dans le noir une note positive pour continuer. Quelque chose de sympathique avant de vous laisser. Avec toute la destruction qu'on a eue, on avait devant nos bureaux au port, on avait des arbres d'olives. On avait 4 arbres d'olives. Une est morte par l'explosion, on a eu 3. Ça nous a pris 1 an pour reconstruire le port. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les semaines, on envoyait une citerne d'eau pour arroser ces arbres d'olives. Parce que ces arbres d'olives étaient vraiment le signe de renaissance. Et aujourd'hui, avec les nouveaux bureaux, on a ramené une 4e et même un grand arbre d'olive. On a 5 arbres d'olive parce que l'olive, c'est le signe de paix, c'est le signe d'espérance et c'est le signe de la vie. Il ne faut jamais se désespérer. Il y a toujours de trouver quelque chose de positif pour construire dessus et rendre votre vie beaucoup moins difficile. Ça ne va pas être facile, moins difficile. Merci. Un grand merci, Mourad. Je suis certain que ton témoignage a inspiré beaucoup de personnes. On le voit d'ailleurs à travers quelques témoignages sur le chat. Et je n'avais pas de doute là-dessus. Et tu vois, tu as dit des choses qui ont en plus une portée universelle, je crois. On peut l'appliquer à tout ce que tu as dit et tu l'as appliqué avec tes équipes pour reconstruire l'entreprise alors que tout incitait en fait à partir. Je veux dire, hein. Et une question qui m'est venue en t'écoutant, je me suis demandé qu'est-ce que cette épreuve t'a appris sur toi que tu ne connaissais pas encore? Est-ce qu'il y a l'épreuve du 4 août notamment? Est-ce qu'il y a une chose où tu as découvert à travers cette épreuve quelque chose qui ne s'était pas encore révélé en toi? Je ne sais pas si tu m'entends.
Écoute, dans la vie, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Probablement, la chose la plus importante, c'est d'être, to be humble, c'est l'humilité. Quand on est humble, on comprend mieux, on voit mieux les choses. Quand on écoute, parce que chacun a son histoire, et les gens autour de toi, c'est comme quand tu es au gym. Toi, tu lèves 5 kilos, il y a des gens qui lèvent 50 kilos. Donc, chacun peut lever le poids qu'il peut lever. Donc, pour moi, un problème pour un employé, moi, je le considère banal. Pour lui, il ne voit pas, il ne voit plus rien parce que c'est un grand problème. Donc, quand on est humble et quand on entend et quand on aide les gens à mieux voir le problème, ça donne pas une satisfaction, mais les gens commencent à regarder les choses différemment. Et je peux te dire une chose, que cette épreuve-là de 2020 a rendu les employés pas uniquement plus productifs, ils étaient fiers. Fiers de faire partie d'une société qui a pris le défi. Et cette fierté-là ne fait qu'augmenter la productivité des gens. Ce n'est pas ma société. J'ai 200 présidents dans la société. C'est ces gens-là qui travaillent comme si c'était leur société, parce qu'en fin de compte, ils ont vu que tout a été détruit et on a tous reconstruit ensemble. C'est leur société. Et ce titre ou ce sentiment d'appartenance est très important et tu ne le vois pas que quand tu es humble. L'humilité, il faut vraiment écouter les gens. Il faut vraiment voir et comprendre ce que les gens ont besoin. Parfois, c'est des petites choses que tu peux faire pour leur rendre leur vie agréable. Et je te garantis que eux, ils vont te rendre plus ça d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la vie. En fin de compte, on est dans une communauté. Si tu regardes un peu qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth après l'explosion, ce n'est pas l'État qui a reconstruit le Liban, qui a reconstruit Beyrouth. C'est les gens qui ont reconstruit. Ça a été fait en un temps record. Tout ce qui a été refait et reconstruit, c'est les gens, c'est l'entraide, c'est l'esprit de partage. Et une chose que j'ai rencontrée, il y a une femme, j'étais à New York, septembre 2021. J'étais à l'ambassade du Liban à New York et ils m'ont introduit une dame suisse-américaine. Donc, on était à la réunion, ils m'ont dit, cette dame, elle est en train d'envoyer tous les mois 50 000 $ au Liban pour aider les gens. Et je lui ai posé la question, Madame, est-ce que vous êtes d'origine libanaise? Elle m'a dit non. Alors, je lui ai dit, mais c'est impressionnant, vous n'êtes pas même d'origine libanaise et vous êtes en train d'envoyer 50 000 $ par mois aux Libanais. Elle m'a dit, écoutez, j'ai vu comment les gens s'entraidaient pour reconstruire leur ville. Et ça m'a beaucoup touché. Et je suis en train d'envoyer ça à des associations pour faire des projets spécifiques. Et je suis sûr que je n'ai pas besoin qu'ils savent d'où cet argent est venu. Parce que moi, je suis sûr que mon argent va rendre un sourire sur les visages des gens. Et ça, c'est assez... c'est suffisant pour moi. Et j'ai trouvé dans ça un message d'amour,
cette dame m'a impressionné et je me suis dit, je n'ai aucun mérite, je suis libanais, j'ai des investissements au Liban, je n'ai aucun mérite. Cette dame n'a rien, aucun lien avec le Liban. Et cette générosité d'esprit m'a vraiment touché. Et ça me dit que quand on est généreux d'esprit, quand on est humble, quand on regarde les gens avec un regard de compassion, on peut changer le monde. En fin de compte, dans la vie, quand on va partir, un jour, on va tous partir, on ne va rien prendre avec nous, tout va rester ici. Ce qui va rester aussi, c'est ce que les gens pensent de nous. C'est ton héritage, legacy personnel. C'est comment tu as touché les personnes avec qui tu as travaillé, la positivité que tu as dans leur vie. Mais en fin de compte, ça c'est très spirituel, mais bon, si on regarde, parce que tu es riche ou pauvre, tu vas rien prendre. Alors il vaut mieux utiliser ce que tu as pour rendre les gens autour de toi plus heureux. Ça c'est ma conviction personnelle, mais bon. Tu vois, Mourad, je voyais un témoignage dans le chat qui dit « Un homme généreux qui attire la générosité ». Je crois que ça te définit assez bien, ça. Tu vois, la générosité de cette femme, tu l'exposes, et bien, quelque part, voilà, les choses se font. Ouais. Et l'humilité, tu évoques un thème qui est sans doute un thème de réflexion pour les dirigeants en général. Pourquoi les dirigeants? Parce que ils ont la responsabilité de beaucoup d'activités, de beaucoup de personnes, et quelque part cette humilité que tu exprimes là avec ton cœur, et on le sent, il n'y a pas de construction derrière ce que tu dis, c'est le cœur qui parle et c'est l'esprit, c'est ta générosité d'esprit aussi. En fait, et peut-être la plus grande force, c'est-à-dire, tu vois, et tu disais quelque chose qui m'a interpellé aussi, je ne vous garantis pas que vous allez ou que nous allons réussir. Et j'aime bien cette approche qui est que on ne peut pas promettre la réussite, mais on peut se promettre ensemble de faire tout ce qui va nous permettre de nous donner le maximum de chance. Et c'est au fond, on ne peut pas ne pas trop s'attacher aux résultats parce que on ne maîtrise pas tout. Tu le disais d'ailleurs, parfois il n'y a pas de solution, tu ne peux pas tout résoudre. C'est un peu Marc Aurèle qui disait, voilà, c'est les stoïciens, on peut pas. Il y a ce sur quoi on a prise, il y a ce sur quoi on n'a pas prise. Mais au réel, c'est se donner tous les moyens pour que ça se fasse, et c'est tout ce qui compte en réalité. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aient le maximum de chances de réussir, et puis après, il se passera ce qui se passera. Et c'est très, très inspirant, et je ne peux que te dire un grand merci pour tout ce partage. J'espère que les auditeurs aussi. J'aimerais bien dire une chose à la fin, mais tu as dit il faut essayer. Il y a des gens qui disent et si on ne réussit pas? Moi, je leur réponds et si on réussit, qu'est-ce que ça va être? Tu ne vas pas savoir si tu n'essayes pas. Ouais. Il faut essayer. Et à un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, il faut essayer. Exactement, exactement. Et alors, je précise pour les auditeurs qu'il y a maintenant un temps, moi, je n'ai même pas tellement de questions à te poser, je t'ai écouté les oreilles grandes ouvertes, j'ai noté un certain nombre de choses, c'est très, très nourrissant, très inspirant tout ce que tu as dit. On va donner peut-être la parole aux auditeurs qui ont des questions, avant que, voilà, parce que le temps passe, et puis on fera une conclusion après rapide du webinaire. Donc, si les auditeurs ont des questions, ils peuvent le faire à travers le chat. Je vais peut-être passer la main à Nathalie pour justement articuler les questions. Mourad, déjà, les participants se sont tous mis d'accord pour dire que tu es une personne humble, généreuse, résiliente, et tu les as beaucoup, beaucoup inspirés. Donc, vraiment, merci de ton beau témoignage qui vient vraiment du cœur. Tu l'as fait spontanément et ça nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Bon, ok. Déjà, merci à vous. Je vais commencer déjà par les questions destinées à Mourad. Richard te pose la question suivante. Quels sont tes futurs challenges, Mourad?
beaucoup, mais bon, ça c'est un peu difficile à expliquer parce que j'ai un ami qui est en train de nous voir maintenant et qui me dit tout le temps, tu rêves trop grand. Et je lui dis, ça, parfois c'est réussi. Donc, j'ai plein de projets, mais le plus grand défi, c'est vraiment de rendre d'une société libanaise qui a vécu toutes ces difficultés un succès dans la région. On va voir. C'est pas évident. Ok. La deuxième question, la personne ne souhaite pas qu'on dise c'est de qui est, mais bon. T'es pas fatigué de reprendre et de reconstruire plusieurs fois, sachant qu'on ne voit toujours pas le bout du tunnel? Mourad. Écoute, c'est pas facile de le faire. Mais quel est le choix que nous avons? S'enfuir? Je ne pense pas. Et je vais partager avec vous une petite histoire de ma jeunesse, parce que c'est comme ça que les choses, c'est comme ça qu'on a appris. Dans le temps, quand j'étais scout, je faisais la spéléologie. Donc la spéléologie, on découvre les grottes et on rentre dans les grottes pour découvrir les grottes, etc. Donc on était à Oura dans une grotte qui s'appelait Ruwais. Et puis, on a eu un problème parce que dans la grotte, c'est noir et on a les lampes avec lesquelles on voit devant nous. Et on a eu un problème et on ne voyait plus rien. Il y avait uniquement une seule lampe qui fonctionnait. On était 10. Et c'était la panique parce qu'on ne savait plus sortir. Et ce qu'on avait à faire, on s'est mis d'accord que la personne qui sait le plus va prendre cette lampe au début et les autres vont se prendre les mains, on va essayer de trouver le chemin. Donc pratiquement le premier, le deuxième et le troisième voyaient un peu. Les 7 derrière marchaient dans le noir et ce n'était pas évident et c'était dangereux, mais on n'avait pas le choix. Parce que pour nous, c'était un instinct de survivre. Et quand on décide de survivre, on va trouver le moyen. Mais ça ne va pas être facile. Et parce que qu'est-ce qu'on fait? On dit on reste, on ne va pas sortir, c'était aberrant. Mais c'était aussi difficile, ça nous a pris 3 heures pour trouver le chemin pour sortir. Et je ne vous dis pas c'était quoi le sentiment de voir la lumière quand on sort. Et c'est exactement le même sentiment quand on est dans un problème et on essaye la première fois, on essaye la deuxième fois, et puis on recommence et ça ne marche pas. Et quand ça réussit, c'est un grand sentiment de satisfaction. Est-ce que tu es en train de nous dire que la lumière est d'autant plus belle quand elle nous a manqué? Je peux te dire que parfois on a des blessings, on a des bénédictions. comment on dit Bénédictions. Non, on a des bénédictions dans la vie qu'on l'apprécie pas. Parfois, est-ce que quelqu'un apprécie qu'il peut marcher? Je doute. Est-ce que quelqu'un apprécie qu'il peut voir? Je doute. Parce qu'on les prend gratuitement, on les prend for granted. Exactement. Il y a plein de choses qui sont considérées comme vraiment acquises. Mais c'est quand on commence à voir que we are blessed to be who we are. C'est là où on ne va pas arrêter à la difficulté. Jamais. Mourad, j'ai aussi une question est-ce que vous êtes plus impliqué dans le Corporate Social Responsibility dans votre compagnie après le 4 août? Oui, mais on le fait différemment. On le fait pas pour aider à reconstruire. Pour moi,
du fait que j'étais scout, et donc et le scoutisme, c'est l'éducation des petits garçons, j'ai toujours considéré que nous, on n'est pas vraiment la génération qui va changer. C'est plutôt nos enfants qui vont le faire. Et c'est la jeunesse, c'est les jeunes de 17 ans, de 18 ans, c'est les gens qui sont aux universités qui vont changer. Et ce qu'on fait dans la société, on offre à ces jeunes-là des stages payés pour leur donner de l'espoir. Et on prend tous les ans plein de jeunes et on leur fait travailler par heure. Donc, il n'a pas besoin de travailler un stage toute la journée. Donc, on investit sur cette jeunesse-là. On investit sur ces gens-là pour dire il y a moyen de réussir. Parce que quand ils travaillent avec nous, ils voient que, bon, on peut toujours réussir parce qu'on est en train de réussir. C'est pas parce que... Et on prend 30, 40 élèves par an, au moins. Et on donne du travail même par heure. C'est ça, parce que pour nous, ça coûte du temps pour les entraîner, ça nous coûte, parfois on paye, mais on n'a pas vraiment le résultat qu'on veut. Mais pour nous, ça, c'est un moyen d'aider la société à se redresser. Je ne veux pas lui donner un poisson. Je vais lui donner une canne à pêche. Je vais lui apprendre comment aller pêcher. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Donc, donner de la bouffe ou aider à reconstruire, ce n'est pas quelque chose auquel on croit. Nous croyons beaucoup plus à la jeunesse. Ok. Eric, maintenant j'ai 3 questions pour toi. Le Liban vit un chaos continu depuis 30 ans. Est-il possible de sentir et même renouveler notre énergie personnelle dans cette situation chaotique permanente et renouveler notre énergie positive? Alors moi qui ne suis pas libanais, je ne prétendrai pas pouvoir me mettre à la place d'un Libanais qui vit tous les jours à Beyrouth. Et ce serait bien prétentieux de ma part que de dire, mais bien sûr, je peux imaginer à quel point c'est difficile lorsque les choses sont réduites à leur portion congrue. J'ai vécu d'autres choses qui m'ont permis de travailler sur la résilience, mais voilà, à chacun son expérience et au fond, c'est une grande question. Je disais tout à l'heure que lorsqu'il ne reste plus grand-chose, on se concentre sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel quand on n'a plus grand-chose ou plus rien? Qu'est-ce que l'essentiel lorsqu'on vit? Vous savez, me vient ce que disait Nelson Mandela quand il était dans sa petite cellule et qu'il disait, ils ont peut-être enfermé mon corps, mais ils n'ont pas enfermé mon esprit. Et je crois énormément en fait à cette puissance de l'esprit qui a le pouvoir de guider notre vie. Et on dit, je vous ai parlé de 4 niveaux d'énergie, l'énergie spirituelle, la force d'âme, est celle qui prend le pas sur les autres parce que c'est celle qui peut surmonter toutes les épreuves, jusqu'à notre dernier souffle. Et parfois, j'ai trouvé intéressante l'expérience que vient de décrire Mourad sur la spéléologie, parce que la métaphore est très claire. On est 10, on met 3 heures pour retrouver de la lumière, on n'a plus qu'une lampe pour 10. Parfois, il ne reste plus que cette petite lampe-là, donc on se raccroche à la lumière qui nous reste. Pour avoir eu l'occasion parfois de faire de la montagne aussi, j'ai parfois été en situation où je me suis dit, il n'y a pas le choix, il faut rentrer, ou alors il faut arriver à monter jusqu'en haut, parce qu'on est tous à un moment dans nos vies poussés dans nos limites, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan professionnel, sur d'autres plans. Et je crois que c'est pour ça que la vie est d'abord une expérience qui nous permet d'aller chercher ces ressources-là. Et on a toujours le choix. On a toujours le choix finalement, le choix de faire une chose ou une autre, le choix de dire je continue ou je ne continue pas. C'est exactement ce qu'a décrit Mourad. Il faut faire les choix en cohérence avec ce qu'on est et puis se faire confiance et faire confiance en la vie. Je crois que les difficultés auxquelles on est confronté sont celles auxquelles on a la capacité de répondre. J'insiste beaucoup là-dessus. On est, je crois, dans la vie confronté aux difficultés qu'on est en capacité de gérer. Parfois au plus profond de soi, on peut être vraiment dans les situations les pires. Et puis quand c'est la fin, on a tous une fin. On ne sait pas quand elle arrive, sous quelle forme.
Mais en tout cas, quand on dit, la sagesse populaire dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et la puissance de l'espoir est extrêmement forte. Donc, l'espoir est source d'énergie positive. Et puis, quand on est tout au fond, ben, on n'a plus qu'à rebondir. Hein, et au fond, c'est. Alors, ce que je retiens de la question, par contre, c'est la difficulté dans la durée, parce que la question disait depuis 30 ans. Et là, on est dans. Il y a une différence, je crois, effectivement, dans le chaos brutal, subit, qui arrive et tout est perdu d'un coup. Et puis, il y a le chaos qui est là depuis longtemps, qui s'installe, qui s'approfondit, mais qui en même temps nous laisse plus de temps pour trouver des réponses, peut-être. Donc, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais j'ai bien aimé ce que Mourad disait, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment c'était dit, je ne peux pas vous dire que vous allez réussir, je ne peux pas vous dire, non, au fond, on fait avec ce qu'on a entre les mains. Et puis, une autre phrase, je voulais la dire en conclusion, mais ce que disait Mourad aussi, c'est Never green on the other side, only green when you water it. Hein. Si on traduit, c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte quand on l'arrose. Et donc, arrosons chacun ce jardin personnel pour essayer de le rendre le plus vert possible. Voilà. Okay. Pardon si la réponse a été un peu longue. Merci de ta réponse. Tu as également une deuxième question, Eric. Combien de fois pouvons-nous nous reconstruire? Cela ne nous fait pas sombrer dans le désespoir? Il n'y a pas un nombre de fois défini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme je le disais. Donc, le désespoir, c'est quoi? C'est l'absence d'espoir. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, on a le droit au désespoir. En entendant Mourad qui disait que je constate les dégâts, c'est 25 ans de ma vie d'engagement qui sont détruits. La première réponse, c'est le désespoir, c'est l'anéantissement, c'est de se dire, mais mince, quoi, comment je vais me sortir de ça? C'est tout. Donc, on a tendance à penser au passé, à tout ce qu'on a perdu par rapport à ce qu'on avait. Je crois qu'une réponse au désespoir se situe dans le fait de revenir au présent, parce que le présent a une intensité. Vous savez, on est souvent malheureux de ce qu'on n'a plus et qu'on a eu. Donc, on se rappelle, on compare, on est frustré lorsqu'on voudrait demain avoir ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On est constamment. Le fait de revenir au présent, c'est de se dire, quoi que j'ai eu ou quoi que je pourrais avoir, aujourd'hui, voilà ce que j'ai entre les mains et je construis avec ça. Et je me construis avec ça. Et je rebondirai, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un disait, voilà, à chaque fois qu'on tombe, on se relève. Le tout, c'est de se relever à chaque fois, une fois de plus, que celle qu'on tombe. La vie ne nous épargne pas toujours. Certains sont plus frappés que d'autres aussi. Ça peut être la maladie, mais la maladie, ça peut être la maladie physique, ça peut être la maladie mentale, ça peut être la tristesse de la solitude, ça peut être plein de choses. Mais si on considère la vie comme une expérience, le désespoir fait généralement place au sursaut après, parce qu'il y a, au fond, le danger qui nous guette, c'est le va-et-vient émotionnel. Et si on comprend, comme dit dans le livre Le Prophète que vous connaissez, qu'on comprend que ce qui nous procure nos plus grandes joies nous procure nos plus grandes tristesses, on sait que tout est là. Il y a toujours deux faces à toute chose. Eh bien, prenons le bonheur et la joie avec la même distance que la tristesse, au fond. Et on en souffrira peut-être un peu moins. Ok, tu as encore une dernière question, Eric. De Gilbert. Quelle est la place et l'importance ou l'effet du Aikido dans votre parcours? C'est une question un peu personnelle. Je ne cache pas que l'aïkido a une importance. L'aïkido, c'est un art martial extraordinaire. Et moi, qui m'a touché il y a bientôt une trentaine d'années. Et je pense que les enseignements de l'aïkido sont parfaitement adaptés au monde dans lequel nous vivons. C'est un art de la non-résistance. On essaye c'est un art de la fluidité qui nous apprend à construire avec les situations en présence plutôt qu'à nous y opposer. Et ça peut illustrer le témoignage de Mourad aussi, c'est que face à ces difficultés, on va composer avec la situation et on va pas on ne se met pas en opposition. Et l'art martial qu'est l'aïkido, c'est l'apprentissage de la violence. Comment est-ce que, en tant qu'aïkidoka, on essaie de transformer une situation de violence en situation apaisée? Et donc, en le pratiquant, moi, j'ai appris à travailler sur cette pacification intérieure. Donc oui, ça a de l'importance dans ma vie, sans aucun doute, et dans mon travail. Ok. Donc, maintenant, je vais remercier Mourad encore une fois pour son intervention. Nous allons passer à la conclusion, à ta synthèse. Ok, donc je vais repartager mon écran.
Donc, je te repasse la parole, Eric. Voilà, très très rapidement, je crois que l'image a été choisie pour être évocatrice. On voit des graines, on voit de la terre, on voit que planter, semer, c'est ce qui va permettre de récolter. La terre a besoin d'être nourrie continuellement, elle a besoin d'eau aussi. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que nous décidons de planter pour l'avenir? Nous sommes les acteurs de l'avenir. Et l'avenir se dessine et se conçoit dans le présent. Si nous voulons un avenir qui soit enthousiasmant, glorieux, stimulant, épanouissant, nous devons le construire dans le présent. Il n'y a pas de distance en fait entre l'avenir et le présent. Vous savez, l'avenir finalement est une matérialisation de ce que nous vivons dans le présent. Et donc, je ne peux donner qu'un message d'espoir pour que l'espoir devienne le moteur, la dynamique qui fait que demain, nous pourrons espérer, parce qu'aujourd'hui, nous pratiquons l'espoir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est en chacun d'entre nous que se trouvent les réponses. Elles sont là. Je vous recite le cas de Mourad qui disait, au moment où je suis confronté, je peux décider de partir au Canada, je peux décider. Et d'ailleurs, je tiens à dire, il n'y a pas de problème avec ça. Il aurait pu le faire et il n'aurait pas été condamnable pour ça. Nous avons toujours la possibilité de partir parce que nous considérons que notre avenir peut être ailleurs. Vous savez, la Terre, c'est une grande planète. À chacun de trouver sa place là où il peut. Et les difficultés font que par moment, le choix du départ peut aussi se comprendre et n'est pas à juger. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses en accord avec soi-même, de poser le pour et le contre. Dans le cas de Mourad, il y avait la question du sentiment de responsabilité par rapport aux 80 employés et aux familles. Donc, ça a été un élément déclenchant pour lui à un moment donné, une prise de conscience. Et il a eu le sentiment, lui, qu'il pouvait trouver la réponse. À chacun de se positionner, de savoir quelle graine il va planter aujourd'hui pour finalement nourrir l'avenir à travers cette nourriture permanente qui est cette énergie dont je parlais. La terre, c'est de l'énergie, hein, c'est l'humus. Et donc, nous sommes les acteurs de ce futur. Donc, pour ça que cette évocation à travers l'image me semblait bien adaptée pour conclure ce webinaire. Et j'espère que ce que nous avons essayé de planter aujourd'hui aidera les internautes dans leur parcours personnel, familiaux, professionnels et à tous les niveaux. C'est tout ce que je souhaite du fond du cœur. Merci, Eric. On a déjà fait la partie sans réponse. Ça, c'est kind of ouverture de mon côté, c'est ma touche personnelle. Donc, la lumière finit toujours par illuminer le pire du chaos. Il y a toujours une fissure. En toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et bien évidemment nos collaborateurs, le CFP de l'USJ, John Saad, Hélène Tailleur et bien sûr Edouard Monin qui nous a soutenus depuis le début. Et aussi à mes amis qui ont été vraiment un réel support, Géraldine et Thomas. Voilà. Et Rosie, bien sûr. Donc, Mourad, si tu as envie de conclure ou de dire un dernier mot. Et toi, Eric? Je vous remercie tous, pour ceux qui ont assisté, et toi, Nathalie et Eric, pour m'avoir invité. J'espère que j'ai pu amener quelque chose de positif dans cette discussion. Et il ne faut jamais baisser les mains. C'est ce que je vous dis. La vie est très belle pour la laisser comme ça. Bonne chance à tous. Très, très belle conclusion, Mourad. La vie est très belle, absolument. Et il faut en faire tout ce qu'on peut. Merci pour ce message d'espoir. Et un grand merci pour ton témoignage que je suis certain que les auditeurs auront beaucoup apprécié. Ça s'est vu dans les commentaires. Oui, et Mourad, je peux te confirmer que toutes les personnes ont été vraiment inspirées par tes mots, par ton expérience, par ta générosité et ta simplicité. Tu nous as transmis une mauvaise expérience que tu as vécue de la plus belle des façons. Et tu nous donnes aussi un message d'espoir. Si toi, en tant que Libanais au Liban, avec tout ce qu'on vit, tu as pu te relever et tu as pu dépasser tous les obstacles parce que tu avais une volonté de faire et une foi en toi et en le Liban, donc tous, on peut le faire. Donc c'est possible, on peut le faire
et j'espère que tous les participants vont se relever et ils vont aller au bout des choses. Et vraiment, il n'y a pas un avenir sombre. L'avenir, c'est nous, il est entre nos mains. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Voilà. Un grand merci à tous et une très bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé. Bye. Il y a là. Je vais mettre un. Merci tout le monde. Je suis en train de lire vos commentaires. Super, bravo. C'est présent. Il nous reste encore 42 participants. Merci, merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci. Au revoir.